Donc aujourd'hui, ce matin, je veux essayer de me poser la question de la remise en cause des lois de Newton et de la relativité générale d'Einstein. Je ne vais pas forcément y répondre à cette question, mais ce que j'aimerais arriver à vous convaincre, c'est de deux points. Le premier, c'est que cette question n'est pas ridicule. Parce que bon, des fois, quand on rencontre des gens et qu'on leur dit qu'on travaille, on essaie de tester la gravité, ils nous disent « mais pourquoi ?» Parce que ça fait 300 ans qu'on sait comment tombent les pommes, donc pourquoi s'embêter? Donc ça c'est vrai, mais que sur Terre, à notre échelle humaine, et on sait que dans votre cas, c'est pas vrai, et c'est pour ça que la relativité générale est apparue, enfin a été créée, c'est pour pallier au manquement, au cas où la loi de Newton ne fonctionne pas. Le deuxième point dont je voudrais vous convaincre, c'est que cette question n'est pas simplement théorique, on peut y répondre de manière décisive en testant la gravité. Donc il y a plusieurs manières de la tester. Donc hier, vous avez entendu parler de tests en cosmologie en regardant comment les galaxies se structurent. Donc moi, je vais rester chez nous, bien au chaud dans notre système solaire, et vous montrer comment on peut tester la gravité dans l'espace, sur une orbite terrestre. Et donc je vais prendre un exemple en particulier, qui est le satellite Microscope, qui est un satellite du CNES, qui est actuellement en orbite autour de la Terre, pour tester le principe d'équivalence d'Einstein, qui est le fondement de la relativité générale. Et donc je voudrais dire tout de suite que bon, c'est mon nom qui apparaît ici, mais je parle aussi au nom de toute l'équipe CNES et ONERA de Microscope. Donc pour essayer de faire ça, je vais commencer par faire un petit historique, pour remettre les idées en place. Puis je vais poser la question, est-ce qu'il faut remettre la gravitation universelle de Newton et la relativité générale d'Einstein en cause? Puis je parlerai du principe d'équivalence, donc qui est le fondement de la relativité générale, comme je viens de le dire, et qui est ce que Microscope veut tester. Donc je dirai comment est-ce qu'on peut le tester, comment il a déjà été testé dans le passé, comment on fait maintenant. Et je terminerai par le gros point qui est Microscope. Donc tout commence avec, on va commencer avec Newton. Donc Newton, c'est un des plus grands scientifiques de l'histoire. Mathématicien, physicien, il a développé des outils mathématiques pour décrire le monde, qu'on utilise encore de nos jours, et qui sont à la base de sa description mathématique du mouvement des corps massifs dans les champs gravitationnels. Dans Newton, on se le représente toujours comme le gentil bonhomme qui rêvasse au pied d'un arbre et une pomme lui tombe sur la tête, et c'est créé le déclic, et il comprend de suite ce qu'est la gravité. Donc je ne sais pas en fait si c'est vrai ou si c'est une légende, ça. Mais le vrai coup de génie de Newton, c'est pas ça à mon avis, c'est le fait qu'il a compris que la pomme qui tombe de l'arbre, c'est la même chose que la Lune qui tourne autour de la Terre. Et donc ça a vraiment été la révolution. Dire que ce qui se passe sur Terre, c'est la même chose que ce qui se passe dans le système solaire. Et donc c'est pour ça que la gravitation est universelle. Et donc c'est bien les termes dans lesquels il en parle. Donc c'est valable ici et dans le système solaire. Donc il a publié donc un livre magnifique, c'est les Principia en 1687, dans lequel il décrit les trois lois fondamentales de la dynamique. Donc j'illustre ici donc avec nos chers amis Dupont et Dupont qui sont fantastiques pour parler de gravitation. Donc la première loi, c'est le principe d'inertie. Donc il dit que tout corps au repos tend à rester au repos, et tout corps en mouvement tend à rester dans la même quantité de mouvement. Et donc c'est ce qui se passe ici. Donc vous avez les Dupont qui sont sur la voiture qui va bientôt démarrer, donc là ils sont en repos. Donc Tintin leur dit de bien s'accrocher, mais ils ne s'accrochent pas, et donc quand la voiture démarre, eux ils restent au repos et se cassent la figure. Alternativement, quand ils sont en train de conduire la voiture, donc en mouvement, et qu'ils rentrent dans un arbre, la voiture s'arrête net, eux, leur corps continue, donc ils ont envie de continuer, donc ils partent en avant. D'où l'intérêt de la ceinture de sécurité en voiture. La deuxième loi de Newton, c'est le principe fondamental de la dynamique, qui dit que l'accélération dans la variation de vitesse d'un corps est proportionnelle à la force ou à la somme des forces qui sont appliquées sur ce corps. Et donc ça, on le voit par exemple ici, pour faire bouger la barque, bon, il faut tirer, il faut appliquer une force qui est proportionnelle à la masse de la barque, et en plus il faut contrer les forces de frottement dues à l'eau. Ou ici vous avez un autre cas où nos pauvres Dupont ont le chapeau coincé sur la tête, ils veulent essayer de se l'enlever, donc ils forcent sur le chapeau, et selon la force qu'ils impriment
au chapeau, on peut prédire le mouvement, l'accélération du chapeau, donc il va partir le long de la force. Et la troisième loi de Newton, c'est le principe des actions réciproques, donc il dit que pour toute action, pour toute force, il existe une force opposée de même amplitude. Et donc c'est le principe de quand on rame en bateau, donc vous poussez sur les rames, en fait, les rames poussent sur l'eau, et donc l'eau pousse sur les rames, et ça vous fait avancer. C'est pareil quand on marche, qu'est-ce qu'on fait? On pousse sur le sol, et le sol nous pousse, ce qui nous fait avancer. Et ce même principe pour les fusées et les avions à réaction, donc on éjecte du gaz à haute vitesse, qui en réaction nous propulse en avant. Une quatrième loi de Newton, c'est la loi universelle de la gravitation. Donc là, pour ceux qui étaient au fil jaune de Jean-Philippe Usan hier, vous l'avez déjà vu, cette définition. Donc je la redis calmement. Dans ces deux corps quelconques s'attirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carré de la distance de leur centre de gravité. Et ça, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai partout. C'est vrai pour les planètes qui orbitent autour du Soleil. Donc vous avez la gravité au niveau de Jupiter, par exemple, qui est plus faible qu'au niveau de Mercure ou de Vénus. Et c'est vrai sur Terre. Donc quand vous jouez à la pétanque, quand vous lancez vos boules, en fait, vous appliquez les lois de Newton sans le savoir. Donc au lieu d'apprendre la pétanque par l'expérience, en se trompant et en essayant de réussir, on pourrait calculer les trajectoires à partir des lois de Newton. Donc on pourrait faire un robot qui joue à la pétanque. Ça marcherait très bien. Un point sur lequel j'aimerais insister, parce que c'est important pour la suite, c'est qu'être en orbite, c'est la même chose qu'être en chute libre. Donc une orbite, c'est une chute libre. Donc en fait, il faut revenir à la définition de la chute libre. Donc une chute libre, c'est un mouvement qui se fait avec pour seule force la gravité. Non, c'est pas simplement le fait de tomber, c'est aussi si vous prenez une balle et que vous la lancez, quand elle monte, elle est déjà en chute libre. Et donc le fait que l'orbite, ça soit la chute libre, vous pouvez le comprendre si vous allez au sommet d'une tour et que vous lancez un caillou mollement, il va retomber presque à vos pieds. Maintenant, vous allez lancer un peu plus fort, il va retomber un peu plus loin, puis lancer encore plus fort, il va retomber un peu plus loin. Jusqu'à un certain point, vous allez lancer tellement fort que le temps quand il avance pour rejoindre la Terre, la Terre étant ronde, la Terre se dérobe sous ses pieds, et donc il ne va jamais toucher la Terre, et il va revenir à son point de départ. Donc voilà, donc une orbite, c'est vraiment une chute libre, et ça c'est vraiment le principe de ce que font les fusées quand elles mettent un satellite en orbite. Donc la gravité de Newton, ça marche fantastiquement bien. Il y a eu des succès absolument remarquables. Donc dès le 1846, Johann Gale a découvert Neptune à la position exacte qui avait été prédite par Urbain Le Verrier par les calculs à partir des lois de Newton. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. On fait des calculs, on prend un télescope, on le pointe sur l'endroit du ciel qu'on prédit et on découvre une planète. Et puis de nos jours, on sait très bien utiliser la navigation spatiale. On a envoyé des sondes sur pratiquement ou autour de pratiquement toutes les planètes du système solaire. Donc c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. Et puis ici, je montre donc ce robot qui est sur Mars, là, c'est Curiosity qui a été lancé en 2010. Et ce qui est intéressant, c'est une anecdote à propos de l'arrivée sur Mars de ce rover. Donc, vous vous rappelez peut-être, c'était un rover qui a été posé avec une grue volante. C'est un truc assez fantastique. Vous avez le vaisseau du rover qui arrive au niveau de Mars, qui est ralenti par l'atmosphère. On lâche un parachute pour continuer à le ralentir. Puis arrivé quelques mètres au-dessus du sol, on lâche le parachute et puis des rétrofusées se mettent en marche pour faire vous avez une visualisation d'une grue ici qui se maintient en vol stationnaire comme un hélicoptère et qui descend le robot au bout de filins. Et quand le robot touche le sol, les filins sont lâchés et la grue part s'écraser un peu plus loin. Et l'anecdote à propos de ça, c'est que donc tous les calculs ont été faits avec les lois de Newton, mais la vitesse à laquelle le rover a touché le sol n'était pas exactement celle qui était prédite. Et en fait, les ingénieurs de la NASA se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur de débutant. C'est que quand ils ont modélisé l'arrivée, ils ont pris pour la valeur de la gravité moyenne de Mars. Sauf que le robot s'est posé dans un cratère où il y a des montagnes autour,
qui modifie la gravité de quelques pouillèmes de %. Et rien que ça suffisait à expliquer que la vitesse n'était pas exactement celle qui était prédite. Et donc ils ont eu de la chance, parce que s'ils avaient fait une erreur à peine un peu différente, le rover serait arrivé soit trop vite, soit trop lentement, et ça serait très mal passé. Donc les ingénieurs de la NASA ont dit, voilà, on a fait cette erreur, mais on ne la refera plus jamais. Donc ça marche très bien, mais il y a quand même des difficultés. Et les difficultés sont apparues assez vite, dès le milieu du XIXe siècle, où on s'est aperçu que le périhélie de Mercure avançait de manière anormale. Dans le périhélie, c'est le point de l'orbite qui est le plus proche de l'étoile, du Soleil. Donc, si vous avez une planète, si Mercure était la seule planète qui tourne autour du Soleil, et que le Soleil et Mercure étaient parfaits, alors l'orbite de Mercure serait une ellipse parfaite qui ne bouge pas. Mais il y a d'autres planètes, il y a Vénus, il y a la Terre, il y a Jupiter, qui exercent des forces sur Mercure, et ces forces tendent à faire tourner l'orbite de Mercure. Donc c'est montré ici, donc si vous avez Mercure qui démarre ici, va faire une première orbite ici, dont le périhélie est ici, puis ensuite un peu plus tard, donc le dessin est extrêmement exagéré. La deuxième orbite, on va se décaler, dont le périhélie va avancer. Et donc ça a été observé, le taux d'avancée a été observé d'être 574 secondes d'arc par siècle. Donc une seconde d'arc, c'est une unité d'angle qui représente à peu près l'angle sous lequel on voit un ballon de foot à 46 km. Donc c'est vraiment très petit, mais on est capable de mesurer ça. Donc je vous rappelle, on a observé que c'est 574 secondes d'arc par siècle, mais ce qui était prédit, à partir des perturbations de Vénus, de la Terre, des autres planètes, c'était que Mercure, le périhélie devait avancer de 531 secondes d'arc par siècle. Et donc il en manque 43 ici. Donc les gens se sont grattés la tête. Donc il y avait des propositions. Donc il pouvait y avoir une planète inconnue entre le Soleil et Mercure qui expliquait ça. Ou alors il fallait remettre en cause les lois de Newton. Et donc c'est ce qu'a fait Einstein, qui en 1905 a publié sa théorie de la relativité restreinte, dans laquelle il a donc changé totalement le rôle de l'espace et du temps, comme on se les représentait dans la théorie de Newton. Donc chez Newton, l'espace et le temps, c'est un peu comme au théâtre. Vous avez une unité de lieu, une unité de temps. Et donc les phénomènes physiques se déroulent dans un espace qui est figé et dans un temps qui se déroule partout de la même manière. Donc Einstein il a dit non, ça c'est faux. Le temps et l'espace ne sont plus rigides, mais maintenant on a un espace-temps en 4 dimensions, donc 3 dimensions espace, 1 de temps, qui dépend de l'observateur. Et donc ça veut dire que si vous voyagez à la vitesse de la lumière, le temps passe plus lentement que si vous êtes sur Terre au repos. Puis 10 ans plus tard, Einstein a continué, il a publié la théorie de la relativité générale qui décrit la gravité, qu'il a décrit de manière très simple en disant que l'espace-temps est courbe. Et donc on a toujours peur de la relativité générale, on dit que c'est compliqué, en fait c'est une théorie très très simple. Bon, les maths sont assez compliquées, mais sinon la théorie se résume en une phrase très courte, c'est que la courbure de l'espace-temps est créée par la distribution de la matière, et la matière suit la courbure de l'espace-temps. Et donc c'est comme ici, vous avez une illustration de la Terre et de la Lune, et le maillage que vous voyez là derrière, c'est l'espace-temps, qui est courbé par la présence de la Terre, et donc la Lune suit ce maillage, et donc elle voit la courbure, donc elle va tourner le long de cette courbure, donc il n'y a plus de force en fait, la gravité est juste un effet géométrique dû à la courbure de l'espace-temps. Et donc ici, ce que Einstein dit à Newton, c'est que bon, on peut pas, Isaac, mon ami, tu ne peux pas tout apprendre de la gravité rien qu'en regardant tomber des pommes d'un arbre. Donc dès sa création, il y a eu des prédictions pour la théorie de la relativité générale, ce qui fait qu'on a pu la tester très tôt. Donc la première prédiction, ça a été, bon, elle a été faite un peu a posteriori, mais c'était l'avance du périhélie de Mercure. Donc c'est Einstein qui a fait des calculs et qui a trouvé
que sa théorie expliquait ces 43 secondes d'arc par siècle manquantes. Donc c'est vraiment ce qui a dit à la communauté scientifique, ok, il faut s'intéresser à cette théorie, ça a l'air d'être solide. Puis, une autre prédiction qui est arrivée très tôt, c'est l'antigravitationnel. Donc, comme je vous ai dit, la matière courbe l'espace-temps. Donc, la Lune suit la courbure, mais les rayons lumineux aussi. Et donc, si on est sur Terre ici et qu'on regarde le Soleil, et qu'il y a une étoile derrière le Soleil, en fait, la lumière qui vient de cette étoile va être déviée par le Soleil, et on va l'observer à une position qui n'est pas sa position réelle, mais une position un peu écartée. Et donc ça, on peut faire cette observation pendant une éclipse de Soleil totale. Donc le Soleil est caché, on peut voir les étoiles. Ça a été fait par Eddington en 1919, et donc ça a été la consécration d'Einstein, et tout le monde a dit ok, ça va être une bonne théorie. Donc ça c'est vrai au niveau du Soleil, mais c'est vrai en cosmologie aussi, cet effet de l'antigravitationnel. Donc si vous prenez des amas de galaxies très massifs, comme par exemple ici, là, en premier plan, vous avez des galaxies massives qui appartiennent à un amas, cet amas va courber l'espace-temps, et donc la lumière des galaxies qui est derrière va être déviée, et la forme des galaxies elles-mêmes, l'image de la forme des galaxies va être modifiée. Et donc ce que vous voyez ici, ces arcs, ce sont des galaxies d'arrière-plan dont l'image est déformée par la présence de la matière ici. Donc Einstein avait calculé l'effet et avait dit que ça ne serait jamais observable. En fait, on a réussi à l'observer dès les années 80, et dans la dernière décennie, c'est devenu routinier, et puis on sait observer ça et mesurer ça de manière tout à fait correcte, et c'est une des sondes principales qui sont utilisées pour la cosmologie de précision actuellement. Une autre prédiction, c'est l'expansion de l'univers, donc par l'abbé Lemaître en 1927, et avec la création de l'univers par un Big Bang. Donc cette expansion a été montrée observationnellement par Hubble en 1929, quand il a mesuré la vitesse de récession des galaxies et qu'il a vu que les galaxies s'éloignaient de la Voie lactée. Une autre prédiction qu'on aime bien, c'est les trous noirs. Donc un trou noir, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle une singularité. C'est un endroit où la déformation, donc si je reviens un peu en arrière, la déformation qui est créée par l'objet, au lieu d'être peu prononcée, comme dans le cas du Soleil, devient extrêmement prononcée et comme un puits. Et donc ce qui entre dans ce puits ne peut pas en ressortir, même la lumière, d'où le concept de trou noir. Donc ça, on avait déjà des preuves indirectes de l'existence des trous noirs. Par exemple, de l'existence d'un trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, en observant les orbites des étoiles qui sont le plus proches du centre. On s'est montré ici, donc ces ellipses-là sont les orbites observées de quelques étoiles qui sont le plus près du centre de la Voie lactée, et elles sont en parfait accord avec la théorie de la relativité générale si on considère qu'au centre de la Voie lactée, il y a un trou noir supermassif. Et l'an dernier, donc en 2016, l'observatoire LIGO a pour la première fois détecté de façon non ambiguë l'existence des trous noirs, en même temps que l'existence des ondes gravitationnelles. Donc les ondes gravitationnelles, elles ont été prédites par Einstein en 1916, et il a fallu attendre un siècle pour les détecter enfin de manière directe. Donc une onde gravitationnelle, c'est un peu comme quand vous lancez un caillou dans l'eau. Donc vous êtes au bord d'un lac très calme. Si vous lancez un caillou, vous allez voir qu'à partir de là où le caillou tombe, vous allez avoir des vaguelettes, des ondes qui vont se propager à la surface du lac. C'est la même chose dans le cas de la gravitation. Si vous avez deux trous noirs qui tournent, donc par exemple c'est montré ici, qui tournent l'un autour de l'autre, ce sont des objets très massifs, très denses, tellement denses qu'ils font comme le caillou au bord de l'eau, ils perturbent l'espace-temps autour d'eux. Donc ça crée des vaguelettes, des ondes qui vont se propager à partir de là partout dans l'univers. Et quand ça passe au niveau de la Terre, ça traverse la Terre, ça nous traverse. Et donc on peut détecter ça donc avec un interféromètre, donc ici c'est LIGO, donc avec deux bras perpendiculaires. Et ce qui se passe, c'est si une onde gravitationnelle traverse dans ce sens-là, par exemple, quand les vaguelettes, quand les ondes passent, la taille de ce bras ici va être
légèrement modifiée. Et par contre, la taille de ce bras-là ne va pas être modifiée. On va pouvoir estimer, on va pouvoir mesurer cette modification. C'est ce qui est montré ici. Donc là, vous savez, c'est en fonction du temps. C'est la différence de taille en fait, des bras ici. Donc ça, c'est le signal de la première onde gravitationnelle qu'on a détectée l'an dernier dans l'observatoire LIGO. Et ce signal-là correspond exactement à ce qu'on attendait en relativité générale dans le cas de deux trous noirs qui entrent en collision. Donc c'est, en plus d'être une découverte majeure parce qu'on a enfin détecté une onde gravitationnelle, c'est aussi la preuve que les trous noirs existent. Donc voilà pour l'historique. Donc maintenant je vais vraiment poser la question, est-ce qu'il faut remettre la gravité universelle de Newton et la relativité générale d'Einstein en cause? Donc il y a des difficultés. Donc vous avez vu que ça marche, tout a l'air de marcher fantastiquement bien, sauf qu'en réalité ce n'est pas vraiment le cas. Donc il y a deux types de difficultés qui existent. Donc la première qui est au niveau de l'infiniment petit, et la deuxième plutôt au domaine de l'infiniment grand. La première catégorie, c'est que donc on connaît 4 interactions fondamentales. Donc il y a la gravité, dont je vous parle depuis un petit moment, qui structure la matière à grande échelle, donc les galaxies, les planètes, les étoiles. Et puis il y a 3 autres forces qui, ensemble, créent ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, et qui décrivent comment les particules sont agencées dans l'infiniment petit. Donc il y a la force électromagnétique, qui est responsable de la cohésion des molécules, et qui est aussi responsable du fait que nos téléphones portables fonctionnent. Il y a la force gravitationnelle, la force nucléaire forte, qui est responsable de la cohésion des noyaux atomiques, et la force nucléaire faible, qui est responsable de la radioactivité. Donc ça, ce sont 3 forces distinctes, sauf qu'on sait que si on se place dans des régimes d'énergie très élevés, donc comme par exemple au moment du Big Bang ou juste après le Big Bang, ces 3 forces n'en font plus qu'une. Et donc ça c'est très bien parce que les physiciens adorent toujours simplifier, donc si on peut avoir une seule force au lieu de 3, on est preneur. Mais, donc ça marche bien, mais on ne sait toujours pas quoi faire de la relativité générale, de la gravitation, qui elle n'arrive pas à être unifiée avec ces autres forces. Donc Einstein a essayé sur la fin de sa carrière d'unifier la gravité avec les autres forces. Il n'a pas réussi. Et depuis, il y a une armée de théoriciens qui s'attellent au problème et qui se cassent les dents. Et donc, on est toujours en train de se demander comment est-ce qu'on peut faire ça. Le deuxième type de difficulté, c'est au niveau de l'infiniment grand. Donc, je dis énergie noire, matière noire, en fait, ce sont 2 problèmes séparés. Donc, le problème de la matière noire, c'est que on peut le voir en mesurant la vitesse de rotation des galaxies. On s'aperçoit qu'elles tournent trop vite par rapport à la masse qu'on peut estimer à partir du nombre d'étoiles qu'on observe dans les galaxies. Et donc pour expliquer ce problème-là, il faut rajouter de la masse, de la matière qu'on ne voit pas, d'où le terme matière noire. Et pour ce qui est de l'énergie noire, ça a été bien expliqué hier par Pauline Zarouk, c'est que, j'ai déjà dit que l'univers est en expansion. En fait, il est en expansion accélérée. Et pour expliquer cette accélération, on a introduit un nouveau fluide qu'on appelle l'énergie noire. Noire, on ne sait pas ce que c'est, et qui est responsable de cette accélération. Et donc actuellement, on est dans une situation très confortable, mais aussi inconfortable. C'est qu'on sait ce qu'il y a dans l'univers, on est capable de dire qu'il est fait de 68% d'énergie noire, de 27% de matière noire et de 5% de matière ordinaire, donc la matière qui forme les étoiles, les planètes, les êtres humains. Donc on est très content avec ça. Le problème, c'est que ce qu'on connaît, c'est à peine 5% de l'univers. On n'a aucune idée de ce que sont la matière noire et l'énergie noire. Donc ça, ce sont des problèmes aussi qui nécessitent d'être résolus. Et donc pour ça, on peut faire confiance aux théoriciens. Ils sont très imaginatifs et très créatifs. Il y a énormément de théories et de nouveaux modèles qui vont au-delà de Newton et d'Einstein. Donc je ne vais absolument pas essayer de décrire ce qu'il y a écrit sur ces tableaux.
La seule chose que je trouve intéressante, c'est cette image ici, c'est que du point de vue, de mon point de vue, d'observateur ou d'expérimentaliste, quand on regarde ces nouvelles théories, on comprend souvent le début, puis on n'a aucune idée de ce qui se passe au milieu, mais il y a quand même un miracle, c'est qu'il y a des prédictions. Et donc les prédictions nous permettent d'aller tester les théories. Et ces prédictions, pour la majorité, peut-être toutes ces nouvelles théories, c'est qu'elles prédisent des déviations en loi de Newton et la relativité générale. Et donc ça veut dire qu'on peut tester si une nouvelle théorie est adaptée ou pas. Donc pour mesurer ces écarts, il y a plusieurs possibilités. Donc là, comme j'ai dit, je vais rester au niveau du système solaire. Pour les tests au niveau cosmologique, il y aura un fil noir par Pauline Zarouk vendredi. Donc au niveau du système solaire, on peut chercher les écarts à la loi 1 sur r carré de Newton. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous mesurez, vous faites comme pour le périhélie de Mercure, vous mesurez l'orbite des planètes, ou plutôt des sondes qui sont en orbite autour des planètes, et vous vérifiez que ça colle avec ce qu'on attend avec les lois de Newton et de la relativité générale. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre une sonde, l'envoyer, et vérifier que la trajectoire qu'on observe est bien celle qu'on attendait. Donc ça a déjà été fait. Donc il y a des sondes, dans la sonde Pioneer et Voyager qui ont été lancées dans les années 70, qui sont maintenant en train de sortir du système solaire, et on peut mesurer la manière dont elles sortent du système solaire de manière très précise. Et il y a quelques années, il y a eu ce qu'on a appelé l'effet Pioneer, donc qui a apporté beaucoup d'excitation et de débat dans la communauté. Ce qui se passait, c'est que la sonde Pioneer, au moment où elle commençait à sortir du système solaire, suivait une trajectoire qui n'était pas celle prédite par la relativité générale. Et donc on s'est dit, tiens, peut-être qu'on touche quelque chose d'intéressant, peut-être qu'on découvre enfin dans ce domaine ici où la gravité est plus faible, on découvre une nouvelle physique. Bon, l'explication officielle maintenant, c'est que en fait, les radiateurs de la sonde rayonnent et donc créent une force qui dévie la trajectoire. Donc ça n'aurait rien à voir avec la gravité. Et puis un troisième point, c'est ce que j'appelle les flyby, donc c'est le fait de faire passer une sonde à proximité d'une planète et voir comment elle en sort. Donc c'est l'effet de fronde gravitationnelle. Donc si vous avez une sonde qui approche d'une planète avec une certaine vitesse, en passant près de la planète va lui fournir de l'énergie, et donc la sonde va accélérer, et donc on peut prédire comment elle va accélérer. Et ce dont on s'était aperçu, c'est que pour certaines sondes qui passaient comme ça à proximité de la Terre, elles ne ressortaient pas de la manière qu'on attendait. Donc il y a plusieurs modèles qui essaient d'expliquer pourquoi. Donc il y a des modèles avec des... Parce qu'il y a certaines sondes pour lesquelles c'est le cas, d'autres pour lesquelles ce n'est pas le cas. Donc il y a des modèles qui disent par exemple qu'il y a un disque de matière noire autour de la Terre. Je ne sais pas s'il y a des explications officielles, mais ces derniers temps, j'ai entendu des échos disant que peut-être que ça serait expliqué uniquement par des erreurs de calcul. Donc ça serait très pragmatique. L'autre possibilité de tester, dont j'en ai déjà parlé, c'est les lentilles gravitationnelles, mais au lieu de faire avec des étoiles pendant une éclipse solaire, on peut demander à une sonde qui est en orbite autour de Jupiter, de Saturne, de nous envoyer un signal quand la planète est de l'autre côté du Soleil, et on mesure le temps que ce signal met pour nous arriver, pour pouvoir mesurer le parcours du signal et tester la relativité générale. Et enfin, un troisième point dont je vais parler tout à l'heure, donc je ne vais pas définir tout de suite ce que c'est le principe d'équivalence. Donc on peut tester le principe d'équivalence en comparant par exemple les mouvements de la Terre et de la Lune autour du Soleil. Donc ça, c'est ce que fait le Lunar Laser Range. L'idée, c'est de mesurer très précisément la distance entre la Lune et la Terre. Donc on sait faire ça en tirant des lasers sur la Lune et en mesurant le temps d'aller-retour. On peut connaître au centimètre près la distance de la Lune. Et on va vérifier que la Terre et la Lune tombent de la même manière autour du Soleil. Ou ce qu'on peut faire, c'est ce dont je vais parler tout de suite, c'est tester l'universalité de la chute libre. Et donc si on prend tous ces points, oubliez le dernier point là, parce que donc on va imaginer qu'on est un an en arrière et que le microscope n'existe pas. Tous les tests sont en très bon accord avec la loi de Newton et d'Einstein.
Donc on a beaucoup d'idées, on a des problèmes à des idées, mais pour l'instant tout est en accord avec ces lois-là. Donc j'en arrive au principe d'équivalence. Et donc pour ça, j'ai besoin d'introduire les concepts de masse inerte et de masse grave. Donc vous savez tous qu'on a une masse, mais en fait on en a deux masses. Donc la première, c'est la masse inerte. C'est celle qui entre tout à l'heure quand j'ai parlé de la deuxième loi de Newton. J'ai dit que l'accélération d'un corps était proportionnelle aux forces appliquées. En fait, le facteur de proportionnalité, c'est la masse. En fait, c'est la masse qui s'oppose au mouvement. Donc on a tous fait l'effort de pousser une voiture, donc c'est rarement agréable, et parce que c'est lourd, voilà, la masse s'oppose au mouvement. Donc c'est une masse qui crée de l'inertie, donc c'est une masse inerte. Maintenant, si vous poussez votre voiture tellement fort que vous la faites tomber par une falaise, alors là, la force qui s'applique à la voiture, c'est la gravité. Et donc ce que vous allez voir, c'est la chute de la voiture, en fait, c'est la réponse de la voiture à la gravité. Et donc ça, c'est défini par le poids, qui est égal à la masse grave, que multiplie l'accélération de la gravité terrestre. Et donc là, on obtient, on a deux types de masses qui, physiquement, n'ont a priori rien à voir. L'une a rapport à l'inertie, l'autre à la gravité, a priori aucune relation. Donc on en revient à l'université de la chute libre. Donc ça a déjà été observé par Galilée. Donc il a fait tomber des objets de la tour de Pise. Ça encore, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est une légende. Mais il s'était aperçu que tous les corps chutaient de la même manière. Et Einstein est parti de ça aussi, et il a dit que c'était la meilleure idée de sa vie, c'est quand il a réalisé que quand un ouvrier tombe d'une échelle, s'il fait tomber ses outils en même temps, l'ouvrier et les outils tombent de la même manière, et donc, aux yeux de l'ouvrier, les outils sont au repos, tout comme lui. Donc, ce qui veut dire que la gravité compense l'inertie, et donc que quelque part, il y a une relation entre la masse grave et la masse inerte. Donc on peut écrire les équations que j'avais tout à l'heure, donc de Newton ici, la force est égale à la masse inerte fois l'accélération, le poids est égal à la masse grave fois g. Et donc dans le cas d'une chute libre, la seule force qui s'applique au corps, c'est le poids, donc on a ces deux termes qui sont égaux, et ça c'est valable pour tous les objets, que ce soit une plume, un marteau, un chien, c'est toujours valable. Enfin, c'est ce qu'on observe. Et donc ça veut dire qu'on peut en déduire que la masse inerte et la masse grave sont égales. Et c'est assez fantastique en fait d'arriver là, parce qu'on est parti de deux concepts physiques qui a priori n'ont rien à voir, et on postule, les faits ont l'air de montrer que ces deux masses sont égales. Non, moi je dis ça, mais bon, Einstein l'a dit avant moi. Et donc il a écrit en 1921 dans The Meaning of Relativity que le rapport des masses de deux corps est défini de deux façons fondamentalement différentes, comme le rapport inverse des accélérations nécessaires pour leur imposer la même force motrice, donc ça c'est la masse inerte, et comme le rapport des forces qu'ils subissent dans un même champ gravitationnel, donc ça c'est la masse gravitationnelle. Et l'égalité de ces deux masses, définies de manière si différente, est un fait confirmé par l'expérience. Alors ce qui est important, cette phrase, c'est le dernier point, que c'est un fait confirmé par l'expérience. Donc en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve théorique derrière qui dit qu'elles sont égales, c'est juste qu'on observe qu'elles sont égales, et c'était confirmé à l'époque, donc il y avait déjà des expériences qui montraient qu'à un certain niveau de précision, c'était vrai. Donc, j'en arrive à l'énoncé du principe d'équivalence. Donc, il y a plusieurs variantes du principe d'équivalence, on va essayer d'en donner quelques-unes. Donc, la première, c'est ce que je viens de dire, c'est la masse inerte et la masse grave sont égales. Et donc, on peut prendre ça en disant, en remontant sur la force est égale au poids. Donc, ici, la masse inerte et la masse grave sont égales. Donc, on peut simplifier, on obtient que l'accélération A est égale à la gravité G. Donc, ça veut dire que accélération et gravité, c'est la même chose. Et donc on obtient l'universalité de la gravitation, qui dit que localement, si vous avez un astronaute qui est dans une fusée et qui n'a pas de hublot, donc il n'a pas accès au monde extérieur,
Il est incapable de dire si la fusée est au repos sur une planète, dans le champ de gravité de la planète, ou si la fusée est loin de toute source de gravité, mais qu'elle est en accélération. Donc voilà, mes 3 points du principe d'équivalence. Donc ça, c'est 3 points qui sont légèrement différents, c'est 3 variantes qui sont en fait totalement équivalentes. Donc la première variante, c'est ce que je viens de dire, c'est que localement, le mouvement de masse test en chute libre est le même dans un champ gravitationnel et dans un référentiel accéléré. Le deuxième point, c'est l'universalité de la chute libre, déjà introduite par Galilée, qui est que 2 corps en chute libre dans un même champ gravitationnel suivent la même trajectoire, indépendamment de leur masse et de leur composition chimique. Et le troisième point, bon, c'est celui par lequel j'ai commencé, c'est que les masses graves inertes sont égales. Et donc ça, c'est un postulat. Donc Einstein a postulé que c'était vrai, et c'est le postulat de base de la relativité générale. Et à partir de ce postulat, on peut déduire la théorie de la relativité générale, et donc déduire que la gravitation, c'est la courbure de l'espace-temps. Bon, il a fallu 8 ans à Einstein pour faire les maths à partir de ce postulat et obtenir la théorie. Et donc, vu que c'est un postulat de base, si on le met en défaut, ben, ça revient à se poser des questions très sérieuses sur la validité de la relativité générale. Parce que bon, si les fondations sont bancales, l'édifice peut s'écrouler. Donc c'est important de tester ce principe-là. Donc il a déjà été testé depuis Galilée, donc au début du XVIIe siècle, avec une certaine précision. Donc ici je montre donc, en fonction du temps, donc ici on est en 1600 à Galilée, maintenant de nos jours à droite. Et ici la précision, donc il part de 10 puissance moins 3 jusqu'à 10 puissance moins 15 ici, donc c'est 0 suivi de 0,1501. Et donc ça, cette précision est définie par ce qu'on appelle le paramètre de Hudvos, qui est défini ici, qui est tout simplement en fait la différence d'accélération entre 2 corps en chute libre, ou de manière équivalente, la différence de leur rapport de masse grave à masse inerte. Et donc dire qu'on a état qui vaut telle valeur, telle ou telle valeur, ça veut dire que les masses graves et masses inertes sont égales à telle ou telle valeur près. Donc Galilée avait essayé en faisant chuter des objets, Newton l'a testé avec des pendules, puis dans le XIXe siècle, Bessel puis Hudvos ont amélioré les expériences, et Hudvos a été le premier à obtenir un résultat très très satisfaisant de l'ordre de 10-9 avec un pendule de torsion. Je vais revenir juste derrière sur ce que c'est. Et puis au cours du XXe siècle, la précision s'est largement augmentée avec des pendules de torsion qui étaient plus précis, avec la distance en mesurant la distance de la Terre à la Lune. Et actuellement, l'état de l'art, donc les meilleures contraintes, viennent du groupe d'Eric Adelberger à l'Université de Washington à Seattle, qui utilise des pendules de torsion, donc la même chose que Hudvos il y a un siècle, mais largement améliorée. Donc ici, je suis juste derrière en fait. Donc voilà pour la pendule de torsion. Donc le principe, c'est simple, c'est que vous prenez 2 masses-lots que vous mettez au bout d'une tige qui est suspendue par un fil, un équilibre. Et donc sur ces masses vont s'appliquer différentes forces. Donc il y a la gravité qui dépend de la masse grave, et il y a des forces d'inertie aussi, parce que vous êtes sur Terre, la Terre tourne, et donc la rotation de la Terre crée des forces d'inertie, donc qui dépendent de la masse inerte. Maintenant, si la masse grave et la masse inerte sont égales pour tous les corps, alors on montre que les forces qui s'appliquent sur les 2 masses-lots s'annulent, et donc votre pendule sera immobile. Par contre, si la masse grave et la masse inerte, si ce rapport n'est pas une constante fondamentale, alors la somme des forces qui s'appliquent sur les 2 masses ne sont pas les mêmes, et ce qu'on va observer, c'est que le pendule va se mettre à tourner. Donc c'est ce qu'a fait Hudvos au début du XXe siècle avec un appareil très rudimentaire, et c'est ce que font les gens donc, de Hut-Wash. Vous noterez le jeu de mots entre Hudvos et Hut-Wash. Donc Wash, c'est pour l'Université de Washington. Où les pendules ici, donc les masses vous avez 8 masses ici, donc ce sont les sortes de boules, et ça c'est
suspendu au bout d'un fil, et c'est plongé dans une enceinte qui permet de protéger le pendule de l'extérieur, des rayonnements, des champs magnétiques et de la température. Donc je vais m'arrêter là avec les pendules de torsion. Je vais revenir à la chute libre, qui est le premier test qui a été fait par Galilée. C'était de regarder la chute libre des corps. Donc vous pouvez faire ça, il y a plusieurs façons de tester la chute libre. Donc vous pouvez le faire sur Terre, donc en tombant d'un escalier, mais je ne conseille pas, ou en faisant comme Galilée, mais là le problème, si vous allez à Pise et que vous lâchez des masses, vous avez de l'air. Donc vous n'êtes pas vraiment en chute libre, parce que l'air ralentit la chute. Donc ce qu'il faut faire, c'est pouvoir faire le vide, et pouvoir faire chuter les corps dans le vide. Et ça, c'est possible. Donc il y a des tours de chute libre qui existent. Il y en a une aux Armes, à Brême, en Allemagne. Elle fait 100 mètres ou un peu plus de haut. Et vous pouvez faire chuter des objets donc, en les mettant dans une capsule qui est montrée ici, donc qui est un peu profilée. Vous pouvez lâcher, vous mettez vos objets dans la capsule, vous lâchez la capsule d'en haut, elle va mettre 4 secondes pour tomber, donc vous aurez 4 secondes de chute libre. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est doubler le temps de chute en catapultant, donc il y a cette possibilité aux Armes. Vous avez une catapulte en bas, donc vous lancez la capsule qui va monter et redescendre. J'ai une petite vidéo ici, où il y a une caméra qui est en bas de la capsule ici, donc là elle a été catapultée, elle ralentit, elle arrive en haut, puis elle redescend. Donc voilà, comme ça vous pouvez avoir entre 4 et 8 secondes de chute libre. Bon, c'est bien, mais c'est très court, on ne peut pas faire grand chose avec ça. Donc il faut penser à d'autres moyens de tester. Donc on peut se dire, ok, on a fait sur Terre, ce qu'on peut faire c'est prendre un avion et chuter dans un avion. Bon, on va pas faire chuter un avion. Ah non, d'abord on n'est pas des cobayes. Sur France 5, ils avaient fait la chute libre dans la tour des Armes. Ils avaient reproduit la chute du marteau et de la plume. Donc, je vais essayer de vous trouver Donc ils avaient fait le vide dans la capsule, c'est à peu près là. Donc, vous allez voir, c'est un peu long, on voit beaucoup de personnes. Donc vous avez un marteau et une plume ici. Donc ils ont fait le vide, donc la pression est à peu près 5000 fois plus faible que la pression environnante. Et donc ils vont lâcher le marteau et la plume en même temps. Et on va voir ce qui se passe. Voilà, on voit que le marteau et la plume tombent en même temps et arrivent en bas en même temps. Donc c'est visuel, c'est très sympathique. Donc oui, j'en ai arrivé à faire chuter un avion. Donc bon, on ne va pas faire chuter un avion à 10 000 mètres parce que je ne sais pas comment on arriverait en bas. Mais ce qu'on peut faire, c'est on va se rappeler que le mouvement d'une chute libre, c'est une parabole. Donc c'est un objet mathématique qui ressemble à une cloche. Donc si vous jetez un caillou en l'air, quand il va monter, puis redescendre, il va former une parabole. Donc ça veut dire que quand on est en chute libre, on suit une parabole. Donc on peut prendre un avion et le forcer à suivre une parabole. Donc vous prenez l'avion à une altitude assez basse, vous poussez à fond sur les moteurs, vous grimpez très raide, et puis vous allez arriver à un moment où vous allez attraper la trajectoire dans la parabole. Et là, pendant ce temps, pendant que vous êtes sur le sommet de la parabole, vous allez suivre une trajectoire de chute libre, ce qui fait qu'à l'intérieur de l'avion, vous n'allez plus sentir la gravité. Et donc ça dure 22 secondes. Quand vous faites ça, vous avez 22 secondes d'apesanteur, donc c'est mieux, c'est déjà mieux que dans les tours. Mais le problème, c'est que ça vibre énormément dans cet avion, et que si vous voulez faire des mesures précises, c'est impossible. Donc on peut se dire, ok, on a essayé sur Terre, on a essayé un avion, pourquoi pas essayer sur la Lune? Donc ça on sait faire, on sait aller sur la Lune, ou du moins on savait y aller il y a 40 ans. Donc on peut faire la même chose sur la Lune que sur Terre. Donc vous allez prendre un Dupont et un Dupont, vous allez faire tomber un escalier, vous allez les faire sautiller sur la Lune et regarder ce qui se passe. Donc ce qui est intéressant par rapport à la Terre, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère. On n'a pas besoin de faire le vide. Et la gravité est plus faible, donc la chute dure un peu plus longtemps. En fait, ça a déjà été fait, ça.
en 1971, lors de la mission Apollo 15, donc par David Scott, qui a fait l'expérience du marteau et de la plume que je viens de vous montrer dans la tour. Donc là, il a un marteau dans sa main droite et une plume dans sa main gauche. Donc le marteau, c'est un marteau de géologue qui fait 1,3 kg, et la plume, c'est une plume de faucon qui fait 30 grammes. Donc là, il est en train d'expliquer ce qu'il fait. Il est en train d'expliquer que Galilée avait prédit ça, et donc il veut tester si Galilée avait raison ou pas. Donc là, il va les lâcher. Là, il les lâche, et le marteau et la plume tombent en même temps. Et donc il conclut que Galilée avait raison. Donc c'est très bien, ça marche, sauf que c'est une expérience qui n'a pas énormément de précision. Et donc au niveau qualité-prix, je pense que c'est une des expériences de physique fondamentale les plus chères de l'histoire. Et donc l'idéal, on a essayé la chute libre sur Terre, un avion sur la Lune, et finalement l'idéal c'est de faire une chute libre dans l'espace. Parce que là, la chute libre, je vous l'ai dit tout à l'heure, une orbite, une chute libre, c'est une chute libre éternelle. Donc là, vous avez tout le temps que vous voulez, et vous allez pouvoir vérifier que les corps tombent de la même manière, et donc vous allez vérifier qu'un humain, une bouteille de whisky ou un chien, ça tombe de la même manière. Et puis un truc qui est vrai en physique expérimentale, c'est que plus c'est long et plus c'est bon. Parce que plus c'est long, plus on amasse de données, et plus on diminue les erreurs relatives. C'est comme quand vous voulez mesurer si vous vous promenez le long d'un chemin au bord d'un champ et que vous avez une clôture avec des piquets, vous voulez savoir l'espacement entre les piquets. Vous avez plusieurs solutions, soit vous prenez un mètre et vous mesurez l'espacement entre le premier et le deuxième piquet, mais vous allez avoir une certaine erreur de mesure. Soit vous mesurez l'écart entre le premier et le dernier piquet. Là, vous allez avoir la même erreur de mesure, mais que vous allez diviser par le nombre de piquets. Donc, plus vous avez de données, et plus l'erreur relative va être faible. Et donc, c'est ça qu'on veut quand on utilise dans le microscope. Et donc, j'arrive enfin au point de présenter la mission au microscope. Dans le microscope, en très bref, donc c'est pas un microscope où on regarde dans un objectif pour regarder les microbes. Non, c'est un acronyme pour microsatellite à traînée compensée pour l'observation du principe d'équivalence. C'est une mission du CNES qui a pour but, je l'ai déjà dit mais je le redis, de tester le principe d'équivalence avec une précision de 10 puissance moins 15. Donc on veut montrer que le rapport de masse inerte à masse grave est égal à 1 plus ou moins tous ces zéros 1. Donc il y a 0,1501. Donc les deux grands chefs de la mission, c'est Pierre Touboul de l'ONERA et Gilles Lemétris de l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice. Et puis c'est une collaboration principalement entre le CNES, qui est responsable du satellite et de la mission, l'ONERA, qui est responsable de l'instrument et de l'analyse des données, et l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui est responsable avec l'ONERA de l'analyse des données. Et puis on est en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, le DLR, qui est le pendant allemand du CNES, le ZARM, dont j'ai déjà parlé, qui ont la tour de chute libre, et le PTB, qui est un institut de physique en Allemagne. Donc pour en revenir, l'idée de microscope, c'est de faire exactement ce qu'a fait Galilée, sauf qu'au lieu d'avoir quelques secondes de chute libre, on peut avoir, dans le cas du microscope, 2 ans de chute libre. Et donc pour tester ce principe que la masse inerte est égale à la masse grave à 1 plus ou moins ce chiffre avec tous ces zéros. Donc ça ne dit pas grand-chose, ça. Donc en fait, c'est 1 part pour 1 million de milliards. Ça ne dit pas grand-chose non plus. C'est en fait 10 puissance moins 15 aussi, c'est la modification de la masse d'un pétrolier de 500 000 tonnes si on y pose une petite mouche de 0,5 mg. Voilà, donc ce qu'on essaie de mesurer, c'est de savoir si la mouche est sur le pétrolier ou si elle n'y est pas. Ou alors vous pouvez voir de manière différente, si vous lâchez 2 masses du même endroit sans vitesse initiale, et que vous regardez de combien elles s'écartent, elles se seront écartées d'1 mètre au bout de 9 mois. Donc vous imaginez faire 1 mètre en 9 mois, c'est vraiment pas grand-chose. Donc c'est vraiment très difficile à mesurer.
Donc j'en reviens à ce graphique que j'ai déjà montré, où je mets ici donc l'état actuel des connaissances, c'est ce qu'a l'équipe de Hutwash. On est à une précision de quelques 10 puissance moins 13. L'objectif de microscope, c'est de gagner un facteur 100 sur cette précision et de montrer que le principe d'équivalence est vrai à 10 puissance moins 15 près, ou alors qu'il est violé quelque part dans cette zone. Donc, le principe de la mesure de microscope, en fait, c'est très simple. C'est que vous comparez la trajectoire de deux corps qui sont en chute libre, donc qui sont en orbite, donc en chute libre. J'ai déjà montré cette figure ici, donc vous prenez deux corps de deux matières différentes, donc bleu et jaune, et vous allez regarder comment est-ce qu'ils s'écartent l'un de l'autre quand le satellite tombe. Donc ça, c'est une possibilité, en fait, c'est pas ce qu'on fait. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a deux matériaux comme ça, qui sont en fait des cylindres, des masses d'épreuves cylindriques, l'une dans l'autre, sont des cylindres coaxiaux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les forcer à rester en équilibre. Donc au lieu de regarder comment ils s'écartent, on va regarder ce qu'on doit faire pour qu'ils ne s'écartent pas. Et donc pour ça, on a développé des accéléromètres, ce qu'on appelle des accéléromètres différentiels électrostatiques. Ce sont finalement, on force ces senseurs, ces cylindres, à rester en équilibre en leur appliquant des forces électrostatiques. Et donc ce qu'on mesure, c'est les forces électrostatiques qu'on doit appliquer pour que ça reste en équilibre. Donc ça ressemble à ça, l'instrument. Ça ressemble à des poupées russes en fait. Vous avez un premier cylindre ici qui est en... J'ai déjà parlé de cylindres de masse d'épreuve cylindrique. En fait, il y a d'autres cylindres qui sont des cylindres en silice. Vous en avez un ici qui est un ocre orangé, qui sert à porter des électrodes qui vont créer les forces électrostatiques nécessaires à maintenir les masses d'épreuve. Puis ici, en grisé, en argenté, c'est la masse d'épreuve, donc c'est un cylindre qui flotte en fait, qui est en chute libre. C'est celui qu'on appelle le interne, parce qu'il est à l'intérieur de l'instrument. Puis on a un deuxième cylindre en silice qui va porter d'autres électrodes, qui vient par-dessus. Puis encore par-dessus, on a la deuxième masse d'épreuve, qui est ici en doré. Et on va fermer le tout avec un dernier cylindre en silice pour porter encore d'autres électrodes pour maintenir toutes ces masses. Donc ici, c'est quand c'est terminé. Vu d'en haut, ici, vous voyez les enfilades de cylindres, donc, comme des poupées russes. Et donc ce qu'on fait, c'est que ces deux masses d'épreuves ici sont en lévitation, donc elles sont libres de leur mouvement, elles ne sont pas attachées au satellite, et donc on les force justement à rester en équilibre pour éviter qu'elles s'écartent. Et c'est ce forçage qu'on mesure et qui nous dit si elles s'écartent l'une de l'autre. Et donc si elles s'écartent l'une de l'autre, c'est qu'il y a potentiellement une violation du principe d'équivalence. Donc je vous ai montré une enfilade de cylindres, une poupée russe. En fait, il y en a deux à bord de microscope. Donc une dans chaque fût ici. Donc il y en a un, j'ai déjà dit le mot, c'est des accéléromètres différentiels. Il y en a un qui sert de référence, dont les masses d'épreuve sont faites de la même matière, de la même composition, c'est du platine. Et donc vu qu'elles sont faites de la même composition, on ne s'attend pas à avoir une violation du principe d'équivalence avec ces masses. Et donc si on voit une violation, c'est que l'expérience est fausse et qu'il y a un problème conceptuel. Et donc il faudra qu'on revoie notre copie. Et le deuxième instrument, il sert à tester le principe d'équivalence. Donc les masses d'épreuve sont faites de matériaux de composition différentes. Donc il y en a une qui est en platine et l'autre qui est en titane. Et pour vous donner une idée de la taille de l'instrument, c'est quelque chose qui est assez petit, ça fait quelques dizaines de centimètres. Vous avez ici donc notre grand chef Pierre Touboul ça c'était quand l'ONERA a livré l'instrument au CNES avant de l'intégrer dans le satellite. Donc, quand on a fait notre instrument, il faut le tester, parce qu'on ne va pas le lancer en ne sachant pas s'il va fonctionner une fois sur orbite.
Bon, le problème avec ce type d'instrument qui sert à mesurer la chute libre avec des masses qui flottent, c'est que si vous le posez sur une table, ben, il n'est pas en chute libre, les masses ne flottent pas et vous ne pouvez pas savoir si vous l'allumez, vous n'allez rien voir, vous ne pouvez pas savoir s'il fonctionne ou pas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est croiser les doigts, le lancer et puis espérer que ça marche une fois sur orbite. Mais bon, ça marche rarement du premier coup. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le teste sur la tour de chute libre du ZARM que j'ai déjà présenté tout à l'heure. Et donc on a fait des dizaines ou des centaines de chutes de microscopes dans cette tour. Donc ici vous voyez la tour, vous voyez la capsule, et dans l'intérieur de la capsule ici, vous pouvez voir donc le microscope. En fait, c'est pas celui qui est en vol, c'est un modèle qui sert à tester que tout fonctionne, parce que bon, on n'a pas envie de faire chuter et s'écraser dans du polystyrène l'instrument qu'on va envoyer sur orbite. Et donc ça nous a permis de dire que notre instrument fonctionnait et de fixer l'électronique qu'il fallait pour qu'il fonctionne correctement. Donc une fois qu'on sait que notre instrument va fonctionner sur orbite, il faut s'assurer qu'une fois qu'il sera sur orbite, il sera toujours vivant. Parce que quand on lance un satellite au bord d'une fusée, ben ça vibre énormément. C'est pas tendre, un lancement de fusée. Et donc il faut s'assurer que l'instrument va tenir le coup et ne va pas se déchiqueter à cause des vibrations de la fusée. Donc il y a des tests qui ont été faits. Donc ici en haut vous voyez, donc on fait vibrer l'instrument dans toutes les directions et selon plusieurs fréquences. Donc les fréquences de vibration sont données par Arianespace qui nous dit voilà, ça peut vibrer de telle manière. Donc on va tester toutes les manières de vibration possibles et vérifier qu'au bout du compte l'instrument ne s'est pas cassé. Donc, il y a des vibrations, ce qui peut arriver aussi, ce sont des chocs. Donc c'est montré par cette vidéo ici, vous allez voir arriver voilà, une masse qui vient taper pour vérifier que si un choc intervient, alors notre instrument ne sera pas endommagé. Et donc tous ces tests se sont très bien déroulés, ce qui nous a permis de mettre l'instrument dans le satellite. Donc la manière dont il est mis dans le satellite, il est dans une sorte de cocon, dans une nacelle que vous voyez ici donc en argenté. Donc l'instrument est ici à l'intérieur. Donc ici on le recouvre, donc c'est la même nacelle mais avec un couvercle. Et donc ce couvercle-là est fait de telle manière qu'il bloque les champs magnétiques pour éviter que le champ magnétique terrestre vienne perturber la mesure. Et puis ensuite on enroule tout ça, on empaquette tout ça dans un papier isolant, donc qui est montré ici comme nous on dirait du papier alu. Donc ça permet de faire en sorte que la température reste la plus stable possible dans l'instrument. Le satellite lui-même, c'est un satellite qui est dérivé d'une série fournie par le CNES qui s'appelle les satellites Myriad. Donc c'est des satellites qui étaient censés être prêts à l'emploi presque sur une étagère, vous le prenez, vous mettez votre instrument, vous le lancez. En fait, pour microscope, la mission avait un niveau de performance tellement élevé qu'il a fallu quand même modifier pas mal de choses à bord du satellite. Donc ici, vous le voyez, donc, c'est un cube qui n'est pas très grand, qui fait un peu plus d'1 mètre de côté. Donc ici, il est ouvert, donc vous avez les 4 faces ici qui sont ouvertes comme un pétale. Donc ici, vous avez les réservoirs de gaz. Et puis ensuite, ici, là-dedans, vous voyez donc l'instrument qui est empaqueté dans son isolant. Et ici, c'est le satellite, donc une fois terminé, donc avec du papier qui est encore isolant autour du satellite. Et un panneau solaire ici. Donc, un mot important qui était dans le nom de microscope, c'est poussée compensée. En traînée compensée. Donc, qu'est-ce que c'est la compensation de traînée? Donc, la traînée, d'abord, c'est la force que vous sentez quand vous passez la main par la vitre de la voiture. Vous sentez que ça part en arrière. En fait, ce qui se passe, c'est que l'air pousse sur votre main et la fait partir en arrière. Et donc, ce que vous devez faire pour ne pas vous faire arracher l'épaule, c'est que vous devez forcer pour garder le bras bien droit.
Donc vous allez me dire, bon, ben, voilà, le microscope est en orbite. Je crois que je ne l'ai pas dit, il est à 700 km d'altitude. Vous allez me dire, bon, il n'y a plus d'atmosphère à 700 km. En fait, il n'y a presque plus d'atmosphère, mais il y en a suffisamment pour nous embêter. Et donc, on doit faire l'effort de compenser l'effet de l'atmosphère résiduelle. Et donc, pour ça, il y a des micropropulseurs autour du satellite qui ont été développés par le CNES et l'Agence spatiale européenne pour justement contrer l'effet de cette traînée. Donc ici, il y a une vidéo qui est très longue, donc je ne vais pas la passer en entier, je vais juste faire des avances rapides qui montrent toutes les étapes de l'assemblage des microscopes. Donc de la livraison du satellite, voilà, c'est juste une boîte là, jusqu'aux tests finaux. Donc ça, vous pouvez le voir sur YouTube. Donc voilà, là, je vais aller très vite, mais si vous avez le temps, si vous voulez le regarder, vous pouvez le regarder chez vous sur YouTube. Donc je vais faire quelques petits sauts. Donc, par exemple, ici, donc on voit que voilà, les faces, on commence à mettre quelques tuyaux, quelques électroniques sur les faces internes du satellite. Ici, on place l'instrument dans le satellite, donc vous voyez, au bout d'une grue, on l'installe. Un peu plus tard, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, le satellite commence vraiment à prendre forme avec de l'électronique qui vient se greffer de tous les côtés. Là, bon, on poursuit, on met des composants à l'extérieur. Ici, voilà, le satellite est terminé. Il est dans son isolant. Et puis, vont arriver les tests. Donc ici, on le met dans une grosse nacelle dans laquelle on fait varier la température et on veut vérifier que le satellite résiste aux températures qu'il va devoir affronter dans l'espace. Ici, bon, on le fait vibrer pour vérifier que tout va bien. Ici, voilà, on le fait tourner dans tous les sens, on le secoue autant qu'on peut. Je pense que là, voilà, on le secoue aussi. Puis là, on installe les panneaux solaires. Les panneaux solaires, ils servent à fournir l'énergie électrique dont a besoin l'instrument à bord. Et puis on va tester, je ne sais pas si ça intervient bientôt, donc là on le fait vibrer encore un peu. On vibre, on adore faire vibrer les choses. Et puis ici, j'arrive à trouver... Non. Voilà, ici on teste que le panneau solaire s'ouvre bien, parce que quand on est dans la fusée, les panneaux solaires sont rétractés sur les côtés. Mais une fois en orbite, il faut qu'ils soient déployés pour pouvoir bien capter le rayonnement solaire. Donc on teste qu'ils vont vraiment s'ouvrir, parce que ça serait bête d'avoir un satellite qui ne peut pas avoir d'énergie une fois sur orbite. Donc tout ça, bon, ça s'est très bien passé, tous les tests se sont bien passés, et ça nous amène au grand jour du 25 avril 2016, où le microscope a été lancé. Donc ça a été un lancement très frustrant, parce qu'on était censé partir le 22 avril, et puis le 22 avril, on nous a dit non, il y a du vent en altitude, on ne peut pas décoller. Donc on a repoussé au lendemain, au 23 avril, et dans l'après-midi du 23 avril, on nous a dit pareil, la météo est mauvaise, on ne peut pas partir. Donc on a repoussé au lendemain, puis le lendemain, le matin, on nous a dit voilà, aujourd'hui c'est parti, la météo est parfaite. Donc le compte à rebours a été lancé, et 1 heure ou 2 avant le lancement, compte à rebours arrêté parce qu'il y avait un problème avec la fusée. Donc on a dû attendre encore un jour de plus, et finalement on a pu partir. Donc on était en passager auxiliaire, le passager principal était Sentinel-1B, qui est un satellite d'observation de la Terre. Et puis il y avait aussi des microsats, des CubeSats, donc des petits satellites de quelques centimètres cubes, faits par des étudiants, et puis il y avait le microscope. Et donc je vais essayer de lancer, voilà, la vidéo. Donc on est parti, c'est une fusée Soyouz lancée depuis Kourou en Guyane. Donc Soyouz, c'est la valeur sûre des lanceurs. Ça réussit presque à tous les coups. Et le lancement a été absolument magnifique. Donc là, on décolle et on a pu voir la fusée décoller et traverser les nuages pendant plusieurs secondes.
Donc, ça a rendu des collègues d'une autre mission très frustrés parce que eux, leur lancement avait été fait avec une fusée beaucoup plus petite qui décolle à toute vitesse comme un missile et au bout de 5 secondes, ils ne la voyaient déjà plus. Et donc nous, on a pu la voir pendant plusieurs dizaines de secondes, donc c'était très émouvant. Et une fois qu'on était parti, donc là on savait qu'on était lancé, le problème ensuite, c'est pour Microscope, c'est que voilà, on a été le 3e satellite à être lâché, à être mis sur orbite. Donc on a dû attendre 4 heures ou 4 heures et demie avant de savoir que Microscope était bien sur orbite. Donc là, il était 23 heures en France quand on a décollé. Donc on a dû attendre 3 heures ou 4 heures du matin pour savoir que Microscope était sur la bonne orbite. Et il était effectivement sur la bonne orbite, c'est une orbite absolument parfaite. Puis une fois dans l'espace, une fois sur orbite, intervient une phase absolument cruciale dans la vie du satellite. C'est de vérifier que le satellite fonctionne et que l'instrument fonctionne. Donc là, j'ai une vidéo aussi qui est du CNES et qui est aussi disponible sur YouTube, je crois. Donc je ne vais pas la montrer en entier parce qu'elle est peut-être un peu longue. Donc c'est la phase donc on appelle ça recette en vol. Donc on vérifie que tout fonctionne. Donc ça commence par le lancement que vous avez déjà vu, donc je vais passer. Et puis une fois sur orbite, on va s'assurer que le satellite va bien. Donc là c'est au CNES. Donc il y a 2 salles de contrôle au CNES. Donc on voit qu'il y a un peu d'effervescence, mais là ils ne font pas grand-chose quand même en attendant. Donc il y a une salle de contrôle et une salle des experts où on vérifie que tout se passe bien. Et la première chose qu'on va faire, c'est de vérifier qu'on peut contrôler le satellite et qu'on peut le maintenir dans la position désirée. Quand je dis dans la position, c'est qu'il ne va pas tourner sur lui-même comme un fou, il faut qu'on puisse contrôler ça. Et donc ça intervient un peu plus tard dans la vidéo. Et donc ce contrôle, donc il faut être capable le satellite doit être capable de s'orienter. Et donc ce qu'il fait, c'est donc, vous voyez ça, c'est des senseurs stellaires, on appelle. Donc il y a des caméras à bord du satellite qui scrutent les étoiles et qui comparent la position de ces étoiles ici avec des cartes pour savoir dans quelle direction le satellite pointe. Et donc là, il y a eu un tout petit souci qui a été vite réglé par le CNES, c'est qu'au bord du champ de la caméra, il y avait de la luminosité résiduelle qui empêchait de bien voir les étoiles. Bon, ça a fait un peu peur, mais le CNES avait réglé le problème au bout de quelques jours. Et donc on savait que le satellite allait pouvoir bien s'orienter et savoir dans quelle direction il pointe. Puis ensuite, un autre moment majeur, ça a été l'allumage. Je vais essayer de stopper. Ah. Ça a été l'allumage de l'instrument. Donc, la manière dont ça marchait, c'est que, enfin, ça marchait pour ça quand on a allumé, c'est que vous avez le satellite qui tourne, il met 1h30 pour faire son orbite, et il communique avec la Terre à peu près 1 fois par orbite. Donc, il y a des stations au sol qui avaient des grandes antennes qui captent les signaux envoyés par le satellite et qui permettent d'envoyer des commandes au satellite pour lui dire ce qu'il doit faire. Et donc, pendant cette phase-là, toutes les heures et demie, on pouvait voir en direct ce qui se passait dans le satellite. Et donc on a allumé l'instrument, comme ça, en direct, et on a vérifié en direct que tout fonctionnait bien. Et donc tous ces voyants verts ici, ce sont différents paramètres de l'instrument qu'on devait observer, et donc la grande crainte c'était que du rouge apparaisse. Si on avait du rouge, ça voulait dire que quelque chose ne fonctionnait pas, et là vous voyez tout est vert, c'était absolument parfait. Donc l'allumage s'était fait parfaitement. Donc, ici vous avez une animation, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, de comment les masses se tournent. Et alors là, ce fil, ici, que vous voyez, ça a été un fil qui a traumatisé mes collègues ingénieurs à l'ONERA, parce que je vous ai dit que les cylindres, les masses d'épreuve, on les contrôle avec des forces électrostatiques. Et dans ce qu'on veut absolument éviter, c'est que la charge électrostatique des cylindres varie dans le temps. Parce que si elle varie dans le temps, alors on ne sera plus capable de dire que
telle force électrostatique qu'on applique correspond à tel mouvement de la masse. Et donc, il faut pouvoir contrôler cette charge des cylindres. Et donc pour ça, c'est fait avec un fil d'or qui est montré ici, qui fait quelques centimètres de long et 7 microns de diamètre, donc qui permet de maintenir la charge constante sur les cylindres. Et donc ce qui s'est passé pendant plusieurs mois, c'est qu'à chaque test de vibration de l'instrument, ce fil d'or cassait. Et si ce fil était cassé en arrivant en orbite, la mission était finie. On ne pouvait rien faire. Et donc voilà, mes collègues se sont pas mal arraché la tête et ont réussi à faire en sorte que ce fil, avec un montage un peu différent, tienne le coup. Et donc c'était une très grande crainte quand on a testé que ce fil existait. Donc on avait une commande sur satellite pour que le satellite puisse nous dire ok, le fil existe ou il a été cassé. Donc ça a été un très très grand soulagement quand on a vu que ce fil était toujours en place. Et puis un autre soulagement aussi, qui est intervenu quelques jours plus tard, donc je crois que ça va arriver. Voilà, ici. Donc ici, ce que vous voyez, donc ce qui s'est passé, je vous ai dit que les masses d'épreuve dans les cylindres flottent, sont en lévitation. Mais ce qu'il y a, au moment du lancement, on ne peut pas laisser des masses comme ça qui peuvent bouger, parce que ça risque de tout démolir si ça va taper. Donc elles étaient fixées. On les maintenait avec des sortes de doigts métalliques de chaque côté des cylindres. Et donc ça, c'était avec une technologie qui n'avait jamais été testée. Et donc il y avait un risque aussi qu'au moment du déblocage dans les masses, donc quand on retire ces doigts, que les masses restent collées aux doigts et qu'on ne puisse rien faire. Et donc là, on était très stressés aussi ce jour-là. Donc ici, ces lignes que vous voyez ici, c'est la position du satellite suivant ces trois axes, donc X, Y, Z. Donc ici, vous voyez que ça ne bouge pas. C'est parce que la masse est bloquée par les doigts. Et à ce moment-là, donc il y a un système pyrotechnique qui se met en marche pour faire écarter les doigts. Et ce qu'on attend, c'est que les masses se mettent en équilibre et rejoignent X égale 0, Y égale 0, Z égale 0. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc on voit des oscillations là. Et les masses se mettent en équilibre de manière absolument extrêmement propre. C'était même plus propre que dans nos rêves les plus fous. Bon, je vais arrêter la vidéo là. Pour continuer, donc ça c'est ce que je viens de vous montrer, donc je vais passer. Donc ça c'était le 2 mai, donc c'était une semaine après le lancement. Et puis un mois plus tard, on a mis en marche la compensation de traînée et le contrôle d'attitude. Donc ça c'était une première sur orbite terrestre. Et dans ce qui se passe, donc je vais essayer d'aller vite, c'est que jusqu'à ce moment ici, donc là c'est le temps qui passe. Donc de gauche à droite, le temps passe. Et puis les courbes ici sont des mesures d'accélération suivant différents axes du cylindre. Et donc vous voyez ici qu'il y a des signaux périodiques. Donc ces signaux périodiques, c'est dû à la traînée de l'atmosphère. Donc quand le satellite tourne autour de la Terre, la traînée se projette sur les axes différemment selon la position du satellite dans la Terre, dont vous obtenez un signal périodique de la période orbitale. Et quand on allume la compensation de traînée, on voit que ce signal-là disparaît totalement et on obtient quelque chose d'absolument propre qu'on peut utiliser pour faire de la science. On se ramène enfin à la science, et donc est-ce qu'Einstein a raison ou pas? Dans la phase de recette en vol que je viens de vous décrire, c'est terminé en novembre 2016, et depuis on fait des mesures scientifiques. Donc les premiers résultats sont en cours de publication. Ici j'ai une figure qui montre une sorte de données. Donc c'est pas parce que vous ne voyez pas de signal très fort qu'il n'y a rien, c'est juste que s'il y a un signal, on s'attendait vraiment à voir ça, c'est quelque chose qui est caché dans un bruit très très fort, mais on est capable, on a des techniques pour aller récupérer des signaux dans du bruit comme ça. Et donc où on en est? Donc je vous rappelle, l'objectif c'est de vérifier que le principe d'équivalence est vrai à 10 puissance moins 15 ici, ou qu'il est violé entre 10 moins 13 et 10 moins 15. Donc où on en est, je n'ai pas le droit de le dire.
Et donc il faudra attendre... allez, cet automne, et on rendra les résultats publics. Et donc pour conclure, qu'est-ce qu'on fait après microscope? Donc il y a deux possibilités. Donc soit on a détecté une ovulation du principe d'équivalence, et donc là la réponse est claire, ce qu'il faut faire c'est refaire une émission identique ou très similaire, avec des masses d'épreuves de composition différentes, pour vérifier que ce qu'on a mesuré, ça existe vraiment, et que voilà, ce n'est pas un artefact ou une erreur dans l'expérience. Et si on n'a pas détecté de violation du principe d'équivalence à un certain niveau, c'est que la relativité générale n'est toujours pas mise en défaut, mais qu'il faut la tester avec une meilleure précision. Et donc il faut refaire une émission. Et dans tous les cas, dans ces deux cas-là, il faut poursuivre les expériences. Donc il faut faire une suite à microscope. Donc on commence tranquillement à réfléchir à ce qu'on pourrait faire, à comment on pourrait améliorer le microscope pour faire une suite. Et donc on va bientôt devoir s'atteler à l'étape la plus difficile d'une mission spatiale, c'est trouver l'argent. Et donc si parmi vous il y a des généreux donateurs qui veulent investir quelques millions d'euros, je peux prendre les promesses de dons. Et je vais m'arrêter là, merci.